Eh bien, bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Nous sommes, le samedi 4 juillet 2026, il est 9h. Le 4 juillet, bien sûr, c'est la date des 250 ans de l'anniversaire de l'indépendance des États-Unis, avec un discours pas plus tard qu'hier de Donald Trump au niveau du mont Rochemort. Un discours à la Trump qui n'a duré, on va dire, qu'une vingtaine de minutes. C'est beaucoup moins que ce que fait en général Emmanuel Macron avec des discours qui nous auraient tenu 1 heure ou 2. Donc c'est au moins appréciable d'avoir un chef d'État, même si on a du mal des fois à comprendre exactement où il veut en venir, où on ne le voit que trop, qui fait de relativement court. Voilà, le 4 juillet, je remercie à la technique, Arnaud, pour la réalisation de cette émission. Bonjour Arnaud, et merci d'avance. Nous avons peut-être, je ne sais pas, Patrice qui est présent. Oui, il est là, mais je ne l'ai pas vu encore. Il est présent au standard. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs de Radio Courtoisie, à envoyer vos messages, soit par Internet, soit par courriel électronique, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, appeler le standard de Radio Courtoisie et tout en évitant de l'embouteiller trop longtemps, de prendre juste que notre bénévole ait juste l'occasion de prendre le message. Voilà, donc observation, remarque ou simple question. N'hésitez pas, je poserai l'ensemble de ces thèmes, de ces sujets que vous voudrez bien nous soumettre, en particulier en deuxième partie d'émission, à mon invité qui n'est autre aujourd'hui, l'invité de ce livre journal de géopolitique profonde, que Pierre Jovanovic. Bonjour Nicolas. Mon cher Pierre. Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation. Comment ça va ? Très bien, je suis ravi de retrouver les auditeurs de Radio Courtoisie. Et les locaux. Tu as vu ces beaux locaux ? Oui, là, c'est magnifique, au fil ce qui a été fait là, vraiment c'est très pro. On est sorti de l'ère ancienne. Je ne ferai pas plus de commentaires. Tu aimes ce bleu là qui est très... Oui, c'est très bien. C'est le bleu de la Vierge d'ailleurs. Oui, c'est le bleu de la Vierge ou un bleu marial, le bleu d'Yves Klein, ça dépend, c'est comme on peut le voir, mais c'est un bleu très très agréable. Ça me rappelle en fait le bleu de la cathédrale de Montréal. Ah oui. Magnifique. Une des plus belles églises que j'ai jamais vues d'ailleurs. D'accord. Tu connais bien l'Amérique, aussi bien l'Amérique, le Canada, juste, même si c'est pas passionnant pour le moment, ces États-Unis d'Amérique, tu les connais très très bien. Moi, je rappelle quand même un certain nombre de tes ouvrages, 666, 777, 888, ça fait partie des ouvrages cultes, mais le plus cultissime des livres de Pierre Jovanovic, bien sûr, c'est l'enquête sur l'existence des anges gardiens. On a déjà fait 1 ou 2 émissions dans ce studio sur ce thème, dont l'introduction pratiquement sur les anges gardiens débute alors que tu es aux États-Unis, justement. Oui, tout à fait. Tu es sur une autoroute, c'est ça ? On nous tire dessus. On vous tire dessus. Et là, tu as cette impression, plus qu'une impression, d'avoir le temps ralenti. Oui, alors le temps qui ralentit est donc une sorte d'aide qui vient de quelque part. Sur le coup, j'ai pas pensé aux anges. Non. Je me suis demandé comment j'allais passer la note de frais d'un pare-brise à Philippe Tesson. C'était surtout ça, c'était assez surprenant comme expérience quand même. C'est un livre vraiment incroyable, un livre qui est je n'ose pas employer sur Radio Courtoisie le terme de best-seller, mais enfin c'est pourtant bien le cas. Ah si, c'est un best-seller, c'est l'anglicisme. Depuis 33 ans maintenant. Il a 33 ans ce livre. Oui, il y a la version présidentielle, donc Mitterrand-Chirac, qui ont lu le livre, et qui date de 2005 je crois. Avec 200 pages de plus et surtout toutes les photos qui illustrent le... Mitterrand et Chirac ont lu le bouquin. Ah oui, tout à fait. C'était d'autant plus drôle que le Canard enchaîné appelait Mitterrand, son surnom c'était Dieu. Oui. Et puis à l'époque, Mitterrand se posait vraiment des questions existentialistes parce qu'entre son cancer
Oui. Et sa mort, il se posait beaucoup de questions, et donc tous les livres qui parlaient du sujet, effectivement. Puis il y a la fameuse émission avec Bernard Pivot, où Bernard Pivot, du coup, lui a demandé, mais est-ce que vous croyez à votre ange gardien? Parce qu'à l'époque, mon livre était dans les meilleures ventes. Et Mitterrand n'a même pas botté en touche. Il a dit ma grand-mère me parlait très souvent de mon ange gardien quand j'étais enfant. Ah oui? Et exactement, il a dit ça. Et puis en plus, il a répété et puis n'oubliez pas, je suis dans la région du Cognac. Et donc, nous savons ce qu'est la part des anges. Mon Dieu, mais oui. Non, mais c'était brillant, sa réponse. C'est vrai que c'est un Charentais. Oui, la Charente qui coule et qui... la part des anges. Absolument. Donc, et Chirac l'a lu, parce que tous ses collaborateurs lui ont offert le livre après qu'un espèce de fou furieux lui a tiré dessus sur les Champs-Élysées. Et oui. la balle l'a vraiment frôlé, quoi. Enfin, lui, il s'en est même pas rendu compte, mais du coup, tout le monde lui a offert ce livre. Ouais, puis j'avais reçu une très jolie lettre de sa part. Mais il y en a un qui devrait le lire s'il ne l'a pas lu. Dans ce cas-là, c'est Trump. Hein, parce que alors là, des balles Trump, qui frôlent. absolument, tout à fait. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. C'est très net, hein, c'est très clair. C'est ce qui sort d'ailleurs de mon livre. Oui. Ah oui, tout à fait. Quand c'est pas l'heure, oui, absolument, oui. Quand c'est l'heure, je crois qu'il n'y a aucun averti, il n'y a rien à faire. Oui, ils organisent même le départ. Les anges, oui, ça, évidemment, ils sont là. Ils sont là avant, ils sont là après, ils sont là pendant, hein. Oui, bien sûr, ces anges. Et alors, Dieu et toi, tu en es le pape, ce qui rappelle d'ailleurs un certain nombre de revues de presse papales que tu fais de temps en temps. Ah oui, ça c'est les revues de presse. C'est quand le journal Le Monde, qui avait été acheté par Bill Gates, qui leur a filé 4 millions d'euros, là, juste en préparation des confinements, en fait. Ouais. Donc Bill Gates avait fait une razzia. Il avait donné 9 millions de livres sterling au journal, au grand quotidien anglais de gauche, The Guardian. Alors ils ont pris 9 millions. Donc... Ça vous montre à quel point ils sous-estiment les quotidiens français, parce que le Monde n'a eu que 4 millions, en plusieurs états. L'agence France Presse a été arrosée. Ils ont arrosé tout le monde avant les confinements. Et donc, ils ont mis en place des trucs de fact-checker. En fait, c'était pour censurer en fait tous les avis défavorables à la vaccination, au Covid et ainsi de suite. Exactement. Alors que maintenant, on sait... depuis le mois de juin, depuis 10-12 jours, que donc la patronne du renseignement global américain, Tulsi Gabbard, qui chapeautait donc la CIA, NSA, enfin tout le renseignement militaire du Pentagone, naval, armée de terre, etc. Elle a tout balancé. Elle a expliqué qu'en fait l'organisateur des confinements et du virus, et surtout la fabrication du virus, c'était Anthony Fauci qui a piloté ça. Et avec les mails d'Epstein, on sait que c'est Epstein lui-même qui a organisé ça avec Bill Gates, qui lui a acheté carrément l'Organisation mondiale de la santé, en cheville avec Anthony Fauci, bien sûr, et avec le bras droit de Bill Gates, donc le docteur Boris Nikolic. Oui, alors, je ne sais plus s'il est d'origine serbe ou croate, mais c'était son bras droit, et c'est comme ça qu'ils ont piloté, en fait, avec Epstein, en fait. Enfin, surtout Epstein. Et puis, la cabale Rothschild, quoi. Maintenant, on le sait. Voilà. Alors ça, on le sait pas en France uniquement mais sur les médias indépendants. BFM ne vous en parlera pas. Ça n'existe pas. Ah, mais ça n'existe pas. C'est encore le pangolin. Non, mais même la prestation télévisée, elle est disponible sur YouTube. Allez sur quotidien.com, vous l'avez. Sur quotidien.com, dans la revue de presse, elle est... à un moment donné, vous verrez, il y a un article qui s'appelle CIA, Tulsi Gabbard, Anthony Fauci. Enfin, vous allez le retrouver, et si vous cliquez sur l'image, vous avez sa vidéo. Et donc, elle a expliqué que Anthony Fauci était le maître d'œuvre, et de facto Bill Gates et Epstein. Voilà, toute la clique Epstein, toute la clique Rothschild et compagnie.
Non, mais c'était... Et moi, j'ai eu ce sentiment, c'est marrant, parce que je l'avais écrit en avril ou mai 2020, je ne sais plus, dans la revue de presse. Je dis, mais c'est quand même extraordinaire, ces histoires de confinement. Ça ressemble en fait à ce que les Allemands avaient mis en place dans le ghetto de Varsovie. C'était exactement les mêmes, les mêmes interdictions. Et en fait, c'est une grande vengeance. Voilà, c'est une grande vengeance. Sauf que, à la limite, si les Rothschild voulaient se venger sur les Allemands, pourquoi pas, mais bon, c'est pas la France qui a organisé les déportations et compagnie. C'est les Allemands qui l'ont exilé, je rappelle. Alors que certains Français ont collaboré joyeusement, ça c'est un fait. Mais dans l'absolu, moi je ne comprends pas que les grands médias n'en fassent pas. Ça devrait tourner 24 heures sur 24, cette affaire. Ah ben c'est évident. Non mais c'est criminel, je veux dire, il y a des millions de morts. Les effets secondaires, mais c'est colossal. Tout à fait. Pour vous donner une idée, dans mon entourage, j'ai eu 2 cas. Notamment un général de l'armée française, je le précise, marathonien, enfin troupe de marine, donc bon, il m'avait expliqué... En activité. Oui, en activité. Et après, bon, il s'est remis à travailler pour la DGSE. Et ce qui était extraordinaire, c'est que en fait, il avait on va dire, il a continué à travailler sur le continent africain. Et comme il devait voyager en permanence, il a été obligé de se vacciner. Ouais. Et donc il a pris ses 3 vaccins. Et un jour, alors je ne sais plus si c'était au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, mais peu importe, il était en train de monter l'escalier pour monter dans l'avion. Et à mi-chemin sur cet escalator, bam, il est tombé. Voilà. Et donc, je veux dire, c'était son cœur qui a lâché. Et en fait, on sait pertinemment aujourd'hui que les effets secondaires... Il a lâché, il ne s'est jamais relevé. Il a été transporté de toute urgence en France, mais il était vraiment patraque après, quoi. Je veux dire, là, il a fait une croix sur le marathon. Et là, très récemment, dans mon premier cercle, je veux dire, un scientifique. Un vrai scientifique. Du CNRS, enfin... je veux dire, vacciné 3 fois, sa femme est vaccinée 3 fois, les enfants vaccinés 3 fois. Et pareil, exactement les mêmes symptômes que le général. Que le général. C'est-à-dire, il est tombé, là, ils ont ouvert le poitrail. Il y a des millions d'effets secondaires. Des millions. Et tout le monde nous avait... Perron nous avait prévenu, Montagnier nous avait prévenu, tout le monde aux États-Unis, un certain nombre de médecins. Et tous ces médecins, en fait, ont été censurés par Facebook. Et la directrice de Facebook, non mais imaginez ça, elle a reconnu, plus tard, avoir effacé plus de 100 millions de vidéos de médecins, de spécialistes ou de gens normaux qui s'insurgeaient, qui disaient que c'était la plus grosse arnaque, notamment par l'interdiction de l'hydroxychloroquine. Voilà. Et des campagnes de presse menées contre Raoult, etc., enfin, ou contre Perron et tous les autres. Même cette petite ordure qui s'appelle Daniel Cohn-Bendit est venue insulter Raoult alors qu'il n'a même pas un dixième ou un centième de ses diplômes. Enfin, je veux dire, Daniel Cohn-Bendit, à part draguer les petits jeunes, je vois pas en quoi il peut donner des leçons à Perron ou à Raoult. Voilà. Et tous ces spécialistes qui ont été payés pour venir vaccinez-vous, bah dis donc. C'était surtout un test de coefficient intellectuel, moi j'ai l'impression, vraiment. T'as remarqué ils avaient refourgué, recyclé leurs médecins de plateau pour la canicule. Oui, bah, tout à fait, oui. Tu retrouves les mêmes, mais Garban, toute la bande. On retrouve les mêmes, mais en fait, Bill Gates, ça fait des années, moi j'en ai déjà parlé longtemps, j'en parle depuis longtemps, Bill Gates est un eugéniste. Il part du principe qu'il y a trop de pauvres sur Terre, donc il faut en éradiquer. Puis il a dit, il faut éradiquer 15% de la population. Jacques Attali l'a dit aussi. Tout ça, c'est la même clique. Faut pas l'oublier. Donc quand Bill Gates vient vous dire,
lui qui veut réduire la population de 15% et qui vous dit vaccinez-vous, franchement, j'aurais fait gaffe, quoi. Mais les gens, vous leur dites, si vous n'êtes pas vacciné, vous allez mourir. Hein, je veux dire, les gens se sont précipités, ils ont réussi leur coup. Ils ont réussi leur coup. Il y a eu une indiscrétion dernièrement sur Fauci qui aurait dit le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas assez peur, en parlant de la des populations. C'est ça, ils n'ont pas eu assez peur. Voilà. On n'a pas réussi à les effrayer, mais parce que leur vaccin n'a pas été... leur virus n'a pas été assez fort. Pourtant, ils ont dépensé... Anthony Fauci a dépensé l'équivalent... Je ne sais plus, je crois que c'est 50 ou 60. Il faut voir les 2 livres de Philippe Aymar, qui est... moi, je souligne Philippe Aymar, donc, qui a écrit Enquête. Au jardin du livre. Exactement, non, mais il a devancé toute la presse américaine sur cette affaire, notamment dans son 2e livre, Les dossiers dangereux. Et encore, quand il a sorti Les dossiers dangereux, on n'avait pas encore les mails d'Epstein. Donc, félicitations à Philippe Aymar. Non, mais franchement... Qu'est-ce qu'il a dans Les dossiers dangereux? Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a déjà montré, preuve à l'appui, que Anthony Fauci avait piloté l'installation de laboratoires biologiques de Biolab en Ukraine. Ah, mais c'est d'accord. Il avait vraiment tout sorti. Hein. Il avait montré donc à quel point Anthony Fauci était mouillé, notamment dans une compagnie qui servait en fait à blanchir les millions de dollars, qui s'appelait Eco Health de mémoire, qui était piloté par un Ukrainien. Un Ukrainien dont le père avait assassiné un certain nombre des centaines de juifs en Ukraine pendant la guerre. On les retrouve. Non, mais c'est marrant, on retrouve les mêmes. Hein. C'est très, très bizarre. Voilà. Donc, c'est toute cette opération Covid. Mais rappelez-vous, je veux dire, si vous étiez debout, vous attrapiez le Covid, mais si vous étiez assis, vous ne l'attrapiez pas, je sais pas quoi, ou dans le TGV, vous vous souvenez? Interdiction de rester debout dans le TGV. Non, mais vraiment, on a vécu une seule période. Merci Epstein, merci Ariane de Rothschild, Hélène de Rothschild. Alors ça, c'est vrai que ça a été une surprise de voir les liens qu'il pouvait y avoir entre ces spécialistes, ces pseudo-scientifiques et les personnes que vous venez de citer. Ah, mais c'est une vraie cabale. C'est ce que je dis, ça, là, une véritable cabale. C'est la grande vengeance, on va dire. Voilà. C'est comme ça que tu le vois, oui, comme une grande Moi, c'est comme ça, j'avais ressenti effectivement en 2020. Ah bon oui. 2020. C'est ce que j'avais écrit dans la revue de presse. Ça sent la grande vengeance. Donc, c'est vrai, alors, on en était au fact-checking. Donc, le fact-checking, et tous ces fact-checkers, qui ont été financés, justement. Mais les Julien Pain, les Mendes France, Julien Pain était obligé de reconnaître, il s'est pissé dessus littéralement, oui, j'ai peut-être exagéré, machin, bidule. Et tous ces gens qui, en plus, ils ont, je crois que, je sais plus lequel avait été payé par le fonds Marianne, ça, qui était en fait l'argent pour Samuel Paty. Conspiration Watch. Conspiration Watch. Voilà, ce sont des collabos. Moi, je les vois comme des collabos, vous savez, comme Pierre Laval, ce qui s'est passé en 42, 43, 44. Ces gens me dégoûtent, vraiment. Berck, c'est la pire des engences de vipères, comme dirait Mao. Oui, ils ont sévi avec une redoutable efficacité, si je veux dire. Il y a Julien Pain qui allait dans les librairies et il s'est filmé. Non, mais il s'est filmé. Et d'ailleurs, il s'était attaqué au livre de Philippe Aymar. Le Covid-19, enquête sur un virus. Oui. Mendes France qui a mis la FNAC en demeure. Oui, comment osez-vous vendre comment osez-vous vendre le livre de Philippe Aymar? Non, mais tu ne crois pas. C'est incroyable, là. Ces petits censeurs, ces petites sous-bip. Bon, il faut pas que j'en parle parce que ça m'énerve. Je vois que ça commence fort, cette émission, en effet. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est en effet... Mais moi, ce qui est, je trouve, le plus flagrant aujourd'hui, c'est qu'aucun média subventionné, aucun média institutionnel... Ils sont aux ordres. Ne parle de cela. À un point, ils sont aux ordres. Mais est-ce que vous vous souvenez du journaliste Echo, là, vous savez, le gros sanglier, là,
le Chypre. On ira chercher les non-vaccinés entre deux CRS. Entre deux policiers, on va les emmener à la vaccination, je sais pas quoi. De force. C'est ça, moi ça m'a rappelé... ça m'a vraiment rappelé les années 40, quand les policiers français venaient chercher les juifs pour les emmener dans les camps. C'est vraiment ça. On voit l'esprit de collaboration qui est toujours là. C'est épouvantable. Franchement, je trouve ça mais vraiment épouvantable. Le Chypre, si tu nous entends, enfoiré, salopard. Fais un régime, tiens. Déjà, après, tu pourras parler. Enfin, en tout cas, il y a les journalistes, puis il y a les salles de rédaction, il y a l'ensemble des médias, c'est incroyable. Non, mais les rédactions étaient tenues, de toute façon, on l'a vu à l'AFP. Voilà. Et elles le sont toujours. Mais pourquoi Macron a-t-il nommé l'un de ses amis, de ses co-régionnaires de l'ENA à la tête de l'AFP? Historiquement, l'AFP a toujours été dirigée par des journalistes sortis du rang, qui ont été en poste, d'abord qui ont été dans des quotidiens, ensuite qui ont été en agence, que ce soit Gamma, Bloomberg ou l'AP, la société de presse, et ensuite AFP, ensuite en poste à l'étranger. Et c'est comme ça qu'on devient... moi, j'avais un de mes amis qui était devenu patron de l'AFP, mais c'était un vrai journaliste. C'était pas un énarque qui a jamais... Voilà, de la promotion de Macron. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il l'a nommé, c'est pour bien contrôler l'AFP. Voilà. Cette période a été absolument épouvantable. On est toujours en zone occupée. Vu comment les médias réagissent. Je crois qu'il ne faut pas en parler au passé. Hein. On est toujours en zone occupée. Dedans. Bien sûr. Totalement. Complètement. Je pense que d'ailleurs, ils ne cesseront que le jour où on leur fera cesser. Il va falloir les foutre dehors. Il faudra une grande révolution, je pense. C'est un peu comme la libération. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens... ont été mis, même si De Gaulle a mis le holà, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont été mis devant un mur et fusillés clairement et précisément pour collaboration joyeuse avec les Boches. Voilà. Pour reprendre un terme de l'époque. Moi j'ai lu plusieurs livres sur ce qui s'est passé au moment de la libération et après, mais c'est absolument épouvantable. Il y a eu vraiment des sacrés règlements de compte. Je veux dire, on ne sait que 1% de ce qui s'est passé en 45, 44, 45, 46. Ce qu'il y a, c'est que même ceux qu'on appelle les oppositions, finalement, ne s'opposent en rien aujourd'hui à ce narratif officiel. Que ce soit le Rassemblement National, que ce soit... mais le Rassemblement National... ils ont reconnu n'avoir jamais été climato-sceptiques. Mais le Rassemblement National, c'est devenu du n'importe quoi. Et puis surtout, leur façon de faire, quand je vois Marion Maréchal Le Pen poser avec des génocidaires en Israël, avec Meyer Habib ou l'autre, là, Caroline Adam, etc. Mais, il y a Bardella aussi. Et Bardella, bien sûr. Meyer Habib qui vient faire la bise à Bardella. Non, mais tu te dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé, là je veux dire, même Marine Le Pen, elle prend position pour les génocidaires. Mais on est où, là? Mais en même temps, c'est tout à fait normal. Moi, je rappelle que Jean-Marie Le Pen a toujours détesté, même si je vais offenser les oreilles de quelques-uns de nos auditeurs, je rappelle que Jean-Marie Le Pen a toujours déclaré sa haine à De Gaulle. Mais il arrive même pas à la cheville. C'était un gamin, certes, mais il faut quand même ramener les choses donc à la bonne échelle. Voilà. Et donc je ne suis pas du tout surpris finalement que Marine Le Pen se noie dans la collaboration avec les génocidaires israéliens. Voilà. En fait, on passe d'un extrême à un autre. C'est très bizarre. Ah oui, il passe d'un extrême à l'autre. Oui. Donc, et on est toujours en zone occupée. Le RN est aujourd'hui le principal défenseur même du Likoud israélien. Oui, l'extrême droite israélienne. L'extrême droite fasciste israélienne, je veux dire la main dans la main avec le RN. On aura vraiment... Mais cette extrême droite-là, elle est tolérée, contrairement à... Oui, celle-là, alors que les filles, c'est les gros méchants, etc. Bon. Et les filles ont certes des
des positions extrêmes sur beaucoup de choses, mais au moins ils sont droits dans leurs bottes en ce qui concerne le génocide à Gaza. Et au Liban. Et au Liban, parce que Gaza, c'est toujours en cours, mais au Liban, ils continuent. Je veux dire, tous les jours, il y a au moins un enfant de tué. Enfin, et les snipers israéliens qui ciblent volontairement les mamans avec leurs bébés. Enfin, ce sont des gens immondes. Immondes. Putain, on va se faire des amis là, à l'antenne. Hein. Oui, c'est certain. On va rester on salue le Rassemblement National et leur prostitution, leur joyeuse prostitution aux Israéliens génocidaires. Mais ils ont renoncé surtout, de toute façon, j'avais dit, le Rassemblement National arrivera au pouvoir le jour où il deviendra un parti socialiste ou mondialiste comme les autres, et c'est ce qu'ils sont en train de devenir. C'est donc... que ce soit les fact-checkers, que ce soit la façon dont l'information est traitée aujourd'hui, implique la nécessité justement d'une réinformation, la nécessité d'une information libre, indépendante. Tu y participes bien évidemment à ton niveau, entre autres avec cette revue de presse internationale. Ah bah on était en signature ensemble il y a une semaine. Oui, tout à fait. Donc, Cercle Aristote. voilà, donc c'était... je suis reparti toujours avec... parce que les Français adorent la revue de presse et m'offrent plein de cadeaux à chaque dédicace. Oui. Enfin, notamment, là, j'ai eu beaucoup de pâtés pour chat, pour mon chat. Ah, tu as eu des pâtés pour chat? Absolument. Il y a les photos, là, sur jevanovic.com. Il faut aller dédicace. Et puis là, vous avez toutes les photos. C'est vraiment très sympa. Donc... Là, mon chat a eu du gourmet 4 étoiles. Il a apprécié, j'espère. Elle apprécie, évidemment. Alors, Christian Cambaz, lui, c'est son chien, et toi, c'est ton chat. Voilà, c'est ça. Lara Stam lui avait fait des Tupperware aux chiens. Ces animaux domestiques sont vraiment tellement... nous les aimons tant, nos animaux domestiques, mon cher Pierre. Et c'est clair. Et toi, ce sont les chats. Oui, d'ailleurs, puisqu'on parle justement, moi, je le dis à nos auditeurs, sur le site du Jardin des Livres, vous pouvez télécharger les 50 ou 60 premières pages des 2 livres de Philippe Aymar. Donc voilà, vous pouvez commencer à lire sans même besoin de le commander, pour bien vous rendre compte de ce qui s'est passé. Et que tout ça a été organisé par Epstein, par Bill Gates, par Klaus Schwab. Je veux dire, tout ce qu'on reprochait aux complotistes, en fait, les complotistes ont eu raison 100%. C'est ça. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est surtout donc, ça. C'est les mêmes. Voilà. Les complotistes ont toujours, en fait, 10 ans, je veux dire, quasiment 10 ans d'avance. Voilà, être complotiste, c'est avoir 10 ans d'avance, en fait, c'est ça. Exactement. Et donc, moi, j'estime que le 2e livre de Philippe Aymar est absolument phénoménal parce que il a devancé le Wall Street Journal, le New York Post, enfin bref, tout le monde. Ouais. Dénoncer ainsi Bill Gates, fallait oser le faire. Mais il avait vraiment tous les dossiers. C'est ça qui est vraiment fascinant. Et ça, on l'a fait il y a 4-5 ans déjà. Son livre est sorti pendant la 2e pandémie, je crois, enfin le deuxième confinement de mémoire. Je crois que c'est sorti en 2021, quelque chose dans ce goût-là. Bah écoute, en tout cas, c'est vrai que tu as eu le nez creux avec cet auteur. Vu les dates, en effet, et ce qui est la preuve qu'il y avait toutes les informations, encore fallait-il être en mesure d'y accéder. Ce qui n'a pas... Et d'avoir le courage de le publier. Et puis, alors déjà, le courage de le publier. Donc, c'est vrai pour cela. C'est pareil pour les quelques médias qui en parlaient, qui pouvaient encore en parler. Parce qu'il y a eu une énorme censure sur les réseaux sociaux, il ne faut pas l'oublier aussi. Bien sûr, mais ils ont été payés, Facebook. Dans le livre de Philippe Aymar, dans son premier livre, il avait montré que déjà, d'abord, ils ont fait la répétition du confinement avec des banquiers, des logisticiens et surtout avec la... alors, je me souviens plus du nom de la patronne du renseignement américain de l'époque. C'était une femme également. Je me dis, mais que fait une espionne dans
dans une répétition de pandémie. Et puis la pandémie, la répétition qu'ils ont faite, Oui, ils ont fait. c'était exactement et en fait, le virus, ils ont tout bazardé à Wuhan, au moment où il y avait les Jeux olympiques militaires, je précise bien. Donc il y avait 120 pays, des athlètes de 120 pays qui étaient présents à Wuhan. Été Ça 2019, se passait à Wuhan, septembre 2019. Voilà, et c'est là où ils ont bazardé le virus aussi, qu'ils ont fabriqué. Non, mais c'est ce que... C'est ce qu'il dit. Ah, mais il le prouve, en plus. Ben moi, j'ai eu cette même intuition. Je l'avais pas lu, ça, d'accord. Moi, je me souviens je me souviens d'un direct de BFM de Vélizy Villacoublay. La grippe espagnole, c'était déjà des JO militaires, hein, je crois. Il y a eu quelque chose je sais pas, mais entre les États-Unis et en ce qui concerne les Jeux Olympiques de Wuhan, certains athlètes sont tombés malades et ils ont été rapatriés effectivement par des avions militaires français. Et ils avaient atterri effectivement. Et je me souviens du direct parce que je l'ai vu à l'époque, je crois que c'était BFM. Ils ne comprenaient pas pourquoi des athlètes étaient tombés malades, des athlètes français. Je crois que c'était juillet, septembre, un truc comme ça. Septembre. Disons que faire incuber un virus chez des militaires, c'est ce qui est de plus efficace. Non, c'est octobre, puisque je me trompe, c'est novembre. Voilà, c'est novembre, un truc comme ça. Parce que les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est septembre-octobre. C'est octobre. Mais en effet, le propager d'abord dans cette population de militaires, c'est s'assurer. C'était génial parce que effectivement. Les fameux clusters, ils les avaient. Puisqu'ils sont en garnison, ils sont en régiment. Mais c'est pas du tout par hasard. Voilà. Ça a été calculé parce que c'est pas si simple de propager ce genre de virus. Mais attends, Agnès Buzyn qui interdit l'hydroxychloroquine en catastrophe le 9 janvier de mémoire 2020. 2020 Ouais. Alors qu'elle était en vente depuis 70 ans. Au prétexte que c'était un médicament extrêmement dangereux. Oui, au bout de 70 ans, tiens, d'un seul coup, c'est... Beaucoup d'effets indésirables. Il y a que des... Vraiment, c'est... Ce qui est faux, d'ailleurs. Les gens lui crachaient dessus, déjà. Quand elle, mais ça y est, elle est revenue là. On la voit partout actuellement, Buzyn. Évidemment. Mais qui l'a sauvée à ce moment-là, quand elle s'est ramassée aux élections à Paris? C'est Bill Gates qui l'a recrutée à l'OMS en Suisse. Si c'est pas une preuve supplémentaire de tous ces gens. Bien sûr. Et je rappelle que son mari, Agnès Buzyn, Monsieur Lévy, c'est lui qui a vendu le fameux labo à Wuhan. Tout ça a été organisé longtemps à l'avance. Et avec le dossier Epstein, on le voit maintenant. C'est très clair. Personne n'osera vous le dire aussi, de manière factuelle. Mais BFM, alors CNews, n'en parlons pas, c'est entre les mains du Mossad maintenant. Hein. C'est tellement c'est... je veux dire, moi j'ai commencé ma carrière avec Serge Nedjar au Matin de Paris. Donc je le connais bien, on a travaillé pendant 3 ans ensemble. Il était en face de moi, comme ça nos bureaux étaient en face. Donc je veux dire, c'est un garçon que j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais il est devenu hyper pro-Israël, machin. Bon, il est juif en même temps, ça me paraît normal. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'opinion. J'ai jamais vu un Palestinien ou l'ambassadeur de Palestine être invité chez Pascal Praud, par exemple. Non, ça risque pas, non. Ça risque pas, ouais. Alors, les auditeurs de Radio Courtoisie, on a déjà une série de premières observations, remarques. Bonjour, nous dit cet auditeur, ils sont pires que Pierre Laval. Laval, à son peloton d'exécution, lança un « Vive la France ». Attends, je comprends pas ce que tu dis. Alors, un auditeur, bonjour, ils réagissent par rapport à ce que nous avons dit depuis le début de l'émission. Ils sont pires que Pierre Laval. Laval, à son peloton d'exécution, lança un « Vive la France ». Eux ont la haine de la France, ils ont en commun ceci. C'est vrai. Notre auditeur a raison. Le fait qu'ils étaient socialistes, il faut les mettre en tôle avec la von der Leyen, bien cordialement. Un autre auditeur qui dit non, Jean-Marie Le Pen n'avait pas la haine. Il lui reprochait, donc au général de Gaulle, certaines de ses décisions, mais il n'avait pas de haine, même pour Chirac. Moi, je sais pas pour Chirac, mais bon. Il s'entendait bien avec Chirac. Ouais. Oui. Ouais.
Excellente émission, nous dit cet auditeur. Concernant le climat, beaucoup ont entendu parler du projet HARP en Alaska, censé être arrêté depuis 2013. Par contre, un projet HARP secret aurait été détruit par des missiles iraniens. Bon, c'est les fameux radars, entre autres aux Émirats Arabes Unis, je crois. Quant à 4 à 5 semaines après la destruction des antennes HARP, la pluie s'est remise à tomber en Iran, en Afghanistan, en Irak, dans certaines régions de Turquie notamment. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect réchauffement climatique. On est on n'est pas loin de la moitié de l'émission, donc on va peut-être faire tout de suite un petit cours. Je regarde Arnaud, un petit bobino, et puis on revient tout de suite après, hein, mon cher Pierre. À tout de suite. Ça marche. Voilà, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans ce libre journal de géopolitique profonde et notre invité n'est autre que le pape de l'information. Oui, justement, je referme un tiroir. Le Monde, donc le journal Le Monde m'avait nommé comme le pape des fake news. Le pape des fake news. Donc c'est pour ça que tu as un certain nombre de cardinaux, voilà, et d'évêques. Donc je les ai pris au mot. Et donc pour les grandes revues de presse vidéo que j'ai faites avec divers invités, dont Dieudonné, il y a quelques remarques incroyables. Et je précise que la tenue que j'ai, c'est c'est l'une des tenues de François. Puisqu'on fait exactement la même taille. Oui, c'est celle je l'ai achetée chez son tailleur à Rome. Ouais. Voilà, et que la croix, c'est celle d'un prêtre marin. Ouais. Et donc j'ai la bague de Saint-Pierre. Voilà, donc on était bon. Et la première revue de presse papale qu'on avait faite, c'était avec Laurent Fent, et on n'a vraiment pas fait exprès. C'était le jour de la Saint-Pierre. C'est le 28 ou le 26 juin. Oui. Et maintenant, tout le monde me parle de ces revues de presse vidéo. Donc, je vais en enregistrer une prochainement. Voilà. Va savoir si dans une vie antérieure, tu ne fus pas un pape. Donc, c'est pas il y a eu un certain nombre. Pape maudit. Il y a un certain nombre de papes. Ouais. C'est sûr. Alors, on parlait tout à l'heure de dédicaces. Les dédicaces de Pierre Jovanovic. Là, cet été, tu es tranquille. Tu retournes devant ton public en septembre, c'est ça ? Oui. Damary Lélis, samedi 26 septembre 2026, dans le centre culturel Leclerc, 544 avenue André Ampère. C'est à Damary Lélis dans le 77. Tu seras ensuite le 3 octobre 2026, toujours espace Leclerc, Le Mans. Ah, Le Mans, ouais. Ça, c'est sympa, là, j'aime beaucoup le Mans. En plus, ça me permet pour y aller, de prendre une partie du circuit du 24 heures du Mans. Donc, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est intéressant. Tu vas après à Conflans-Sainte-Honorine. Oui, dans le 78. Que je connais bien, pour y avoir vécu pendant 17 ans. Donc, Conflans-Sainte-Honorine, c'est le 7 novembre. Zone des Boutteries, et toujours l'espace culturel Leclerc, ouais, exactement. Et surtout, il y a une grande signature en plein cœur de Lyon. Ouais, le 14 novembre. Voilà, le samedi 14 novembre. Librairie Cadence. Voilà, et ensuite à Bruxelles, enfin, je pense qu'il y aura d'autres dates, mais. Et Bruxelles, le 5 décembre. Ouais, à nos amis belges. Ça sera le 5 décembre. Pour la Saint-Nicolas. Exactement, voilà. Il y a eu énormément de monde. La dernière fois que j'étais à Bruxelles, il y a eu quasiment 400 personnes. C'est pas mal. C'est beaucoup. Je veux dire, autant que pour Amélie Nothomb, par exemple. C'est intéressant. Ah, complètement, oui. Donc écoute, moi, je remercie mes lecteurs et lectrices. En plus, moi, j'adore les rencontrer. Donc, qu'est-ce que tu dédicaces en particulier actuellement ? 2008. Et les Anges Gardiens, 2008. Ensuite, Notre-Dame de l'Apocalypse. Quasiment tout le 666, le 777. Ouais. Tous ceux qui ont lu 666 ont acheté de l'or. Il y a 15 ans. Ouais. Ils ont fait fortune. J'ai reçu encore un mail d'un lecteur qui a mis toutes ses économies il y a quasiment 13-14 ans
dans l'or, et là, il l'a vendu. Ça lui a permis de s'acheter la maison, alors qu'il n'aurait jamais pu autrement pouvoir s'acheter une maison. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que dans les photos qu'on voit, c'est pour ça que je repars toujours avec un nombre incalculable de cadeaux de lecteurs, des lectrices. Et qu'ils te connaissent bien, bah oui, il y a un côté, non pas fanatisme, mais fan chez beaucoup. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans ce public, entre autres de ceux qui incarnent les médias indépendants, dont tu fais partie. Oui, mais moi, j'ai jamais voulu être je veux dire, quand j'ai commenté la revue de presse, je l'ai commencé parce que j'étais estomaqué du fait que la Tribune et les Échos ne parlent absolument pas du fait que 10 banques, les 10 plus grandes banques mondiales étaient en faillite. Je trouvais ça quand même assez scandaleux. Donc, en tant que journaliste économique, j'ai quand même fait ma carrière dans plusieurs journaux. Je me dis, en fait, ces gens s'autocensurent. Ils s'autocensurent, vous savez pourquoi ? Pour ne pas perdre leur petit budget publicitaire. Voilà pourquoi ils s'autocensurent. Pour toi, c'est le budget publicitaire en particulier qui explique parce que la Tribune, les Échos, etc., leurs annonceurs, ils n'ont pas 150 000. En général, c'est pour des assemblées générales ou alors des banques. Hein, c'est les banques qui les font vivre avec des pages de pub. Voilà, c'est tout. Et donc, ils ont trop peur de perdre ces... Enfin bon, de toute façon, ils ont déjà tout perdu. Voilà. Même l'honneur. Même l'honneur. Ça, c'est évident. Bonjour, merci pour votre émission. Et pourquoi vous ne parlez pas de l'influence arabe en France, Qatar, Arabie Saoudite, etc. Plus l'influence algérienne en France. Ah bah si, non mais pas. Alors si on doit quantifier entre Israël par rapport au Qatar, aux Saoudiens, alors effectivement ils ont tous, mais pourquoi notre auditeur ne parle pas à ce moment-là de l'influence et surtout de la mise en esclavage de la France par les États-Unis, parce que c'est quand même ça le sujet. Quand même, hein, il faut peut-être le rappeler. Donc le Qatar, même s'il possède le PSG, c'est des petits joueurs à côté, mais vraiment des petits joueurs. Israël, moi je rappelle que le Mossad, via Patrick Drahi, avait BFM, l'Express, Libération. Ça a choqué personne en France. Personne. C'était pas le Qatar. Hein, et c'était pas le Qatar. Hein, il faut le rappeler. Le problème de la France, c'est que c'est cette grande prostitution qui fait que nous sommes les mises en esclavage par plusieurs puissances. Exactement. Pas une seule. Mais comme aujourd'hui, la totalité de notre gouvernement trahit la population, ils s'en foutent, ils s'en mettent plein les poches là. On a vu, je sais pas combien de ministres en fait, dans leur déclaration, la haute autorité de je sais pas quoi, en fait, ils ont oublié des pans entiers de leur fortune. Ah tiens, j'ai oublié 20 millions. Il y en a une qui n'a pas oublié, qui est multimillionnaire, c'est quand même notre Monique Barbu, hein, qui veut interdire les climatiseurs, la ministre de la Transition. La ministre des Finances également, mais je veux dire, depuis même sous Hollande, moi je me souviens d'un ministre qui n'avait jamais déclaré ses impôts. Je crois que c'était sous Hollande. De mémoire. Il y a un Cahuzac, entre autres. Non, mais lui, Cahuzac, c'est encore autre chose. Les yeux dans les yeux. Je n'ai pas de compte à Singapour. Non. J'ai pas de compte en Suisse. En Suisse. Voilà. Alors qu'il avait des comptes, effectivement, en Suisse et à Singapour. C'est sûr. Ces gens mentent, mais avec du nez. Et Cahuzac a voulu se représenter aux élections législatives. Je crois que c'était l'année dernière, non, de mémoire. Ou il y a 2 ans. Oui, non, l'année dernière. Il s'est représenté, aux dernières élections. Aux élections consécutives. Non, mais tu y crois pas. Non, mais les mecs, ils doutent de rien, quoi. C'est clair. Cet auditeur, le labo type 4 à Wuhan, a été édifié par les Français pendant la période de Raffarin, qui était un agent de la Chine. Ah bah oui, là c'est la main dans qui écrase les scooters. Ah non mais c'est vraiment un enfoiré quoi. Il sort de sa voiture et se barre. Il se barre. Non mais je sais pas, la moindre geste d'humanité, c'était d'aller voir le pauvre mec qu'ils ont renversé. Avec un gyrophare grillant un feu. Exactement. Je veux dire, en quoi il a besoin. Non mais c'est un très bon exemple ce Raffarin. Ouais. C'est un très bon exemple de la corruption
totale de la classe politique française. Qu'est-ce qu'il a besoin de se mettre un gyrophare sur la bite? Pardon, j'ai rien dit. Non mais il se met un gyrophare sur la tête alors qu'il est pas ministre, il est plus ministre depuis je sais pas combien d'années. Mais ces mecs, ils ont des problèmes. Ils ont un sérieux problème d'ego. Ah, ils ne peuvent plus vivre sans leur chauffeur, Oui, leur gyrophare. Mais à quoi ça leur sert en plus? Enfin bon. Mais surtout, le plus dégueulasse, c'est qu'ils se barrent pour ne pas être photographiés, pour ne pas être filmés par les gens, au lieu de prendre, de se mettre à côté du pauvre mec par terre qu'il a renversé. Bah, c'est quand même incroyable, quoi. Et alors, il est allé ensuite à pourriture. Il est ensuite allé à l'hôpital demander des nouvelles. Donc, je ne crois pas. Il l'a fait puisque même celui qui. Mais attends, tu vas voir. Même la personne renversée en a témoigné qu'il était bien. Il l'avait pas vu, mais il est allé à l'accueil des urgences et il a voulu s'enquérir de l'état de santé du conducteur du scooter. Par contre, il lui a écrit un petit mot et dans le petit mot, il charge exclusivement le chauffeur. Tout est de la faute du chauffeur. Mais bien sûr, c'est surtout de sa faute à lui parce qu'il a strictement aucun droit à un gyrophare. Voilà. Même non, mais c'est ça. Encore, moi, j'ai envie de dire toutes ces éminences là, qu'ils aient un chauffeur et qui pendant ce temps-là et qui travaillent dans leur voiture à l'arrière. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais ce qui est insupportable, c'est le gyrophare. Parce que ça, c'est alors qu'ils sont les premiers responsables. J'ai envie de dire des bouchons, des embouteillages. Ils ont tous participé à des lois qui ont permis cela, qui fait qu'aujourd'hui c'est un bordel sans nom quand vous êtes à Paris par exemple et que vous cherchez à rouler. Donc c'est eux les principaux responsables d'éléments et eux pensent qu'ils peuvent passer outre avec leur gyrophare. Moi ça c'est en effet ce qui m'insupporte aussi le plus. Un auditeur, il me semble que le garde du corps de Le Pen, l'ange blanc, le catcheur dans ses mémoires, raconte que le grand rabbin était reçu au paquebot. Oui, bah c'est très bien. Non, mais moi, j'ai pas de. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui avec le RN, c'est leur prostitution totale à Israël, aux génocidaires. Voilà. Qui bombardent le Liban en ce moment même. Moi, je rappelle quand même que Jean-Marie Le Pen était le plus grand défenseur en France, enfin l'un des plus grands du Liban. Alors ça, il est toujours monté au créneau, là, on peut pas lui retirer ça, à Jean-Marie Le Pen. C'était vraiment l'un des plus grands défenseurs des Libanais. C'est vrai qu'on ne les entend pas sur le Liban, la mais droite. Non, mais c'est devenu, je veux dire, le Rassemblement National, la droite, il y a eu une politique. C'est vraiment à vomir. Ouais. Ils sont à vomir. C'est autant que les Israéliens génocidaires. Je veux dire, c'est que Marine Le Pen, avec ses chats, avec ses enfants, ne dénonce pas des assassins d'enfants. Mais on comprend rien. Mais à mon avis, ils doivent avoir un certain nombre de dossiers, donc voilà. Ceci explique cela. Tiens, un auditeur qui me demande, pouvez-vous faire un point sur l'évolution du cours de l'or? Oui, bah écoutez, je veux dire, on a vu le cours de l'or remonter, oui, alors ça fait des années que même ici sur cette radio, j'ai toujours expliqué que que le cours de l'or et de l'argent était un danger absolu pour les États-Unis. Parce que c'est pour ça qu'ils pourrissent, qu'ils truandent le cours de l'or et de l'argent. Mais je rappelle qu'en 2008, le cours de l'or était, je ne sais plus, à 600 ou $600. Aujourd'hui, il est à plus de 4000. Donc, voilà. Et l'or, c'est pas... vous n'êtes pas la JP Morgan, vous ne pouvez pas spéculer avec 10 millions de dollars. Vous pouvez spéculer éventuellement avec 10, 20 000 ou 80 000 euros. Mais c'est pour, quand on achète de l'or, c'est pour 5 ans, 10 ans. Voilà, c'est tout. Vous pouvez pas... quand les États-Unis, l'Amérique de Trump, même avant lui, ils ont toujours truandé le cours de l'or. Toujours. Epstein, moi je rappelle que Jeffrey Epstein, était à la banque Bear Stearns et que Bear Stearns, historiquement, était celle qui était chargée par le gouvernement américain de truander le cours de l'or et de l'argent pour protéger le dollar. Je rappelle que Epstein, c'est à la Bear Stearns qu'il a appris effectivement toutes les techniques de blanchiment d'argent pour éviter les impôts et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il s'est fait son carnet d'adresses avec les plus riches. C'est comme ça qu'il a rencontré notamment... c'était aussi un agent du Mossad depuis déjà une éternité.
Donc voilà, ne vous prenez... dans le livre 2008, on le voit très bien. On le voit très bien qu'il truande tout. Hein, voilà. Et grâce au mail d'Epstein, on voit surtout que que toutes ces banques Rothschild & Co, en fait, ne vivent qu'avec des délits d'initiés. Hein, voilà. C'est ce qu'on a vu aussi avec les... voilà, donc vous ne pouvez pas lutter contre des gens qui sont des escrocs, qui font des délits d'initiés, comme la famille Trump en ce moment j'allais même. te le dire, il a quand même doublé sa fortune, ou triplé en très bien peu sûr, de temps. mais voilà, comme la famille Trump. Mais c'était également le cas de Joe Biden avec son fils Hunter. Hunter Biden est arrivé dans ma revue de presse, dans mon radar en 2000... je crois que c'était en 2011, où il a été nommé, patron de Burisma, une boîte ukrainienne. Ah tiens donc. Mais oui, non, mais tout ramène à l'Ukraine. Et papa était vice-président des États-Unis. Oui, à l'époque, et puis Hunter Biden vendait plusieurs millions l'accès à son père, aux Chinois notamment. Donc je suis pas du tout. Les Américains sont des cow-boys, donc voilà, on va pas les refaire. Donc le cours de l'or, vous inquiétez pas, hein, je veux dire, l'or ne fait que, je veux dire, c'est pas l'or qui monte, c'est tout le reste qui descend. Qui descend, c'est ça. Voilà. Je vous rappelle que la vraie inflation, elle est de 15. Voilà. Donc gardez votre or. Voilà. Dormez avec. Alors, dans le fait que tout se casse la gueule actuellement, justement, Pierre, il y a l'Europe en particulier. Dans ta dernière revue de presse, tu traites justement de l'écroulement de l'industrie européenne. Allemande, surtout allemande. Et surtout allemande. Surtout allemande. Et tu donnes un exemple parmi d'autres, mais qui est quand même, qui n'est pas rien, puis c'est la voiture du peuple, Volkswagen. Il y a la Volkswagen qui, il y a plus de saison. Alors, il y a plus d'industrie automobile allemande. Ma liste des licenciements. Mais le Volkswagen, c'est quand même une référence absolue. Alors, pour nos auditeurs, afin qu'ils nous accompagnent sur la liste des licenciements, allez sur quotidien.com ou jovanovic.com, voilà. Et vous cliquez sur la liste. Voilà. Alors là, par exemple, donc là, c'est les derniers licenciements que j'ai donnés. Alors tiens, il y a le groupe Boder qui est tombé en redressement judiciaire. Alors, le groupe Boder, ça vous dit rien, mais pourtant, vous connaissez tous ces restaurants. Ils ont 180 restaurants comme la Boucherie, ils ont Courtepaille, ils ont Poivre Rouge. Ça existe encore, Courtepaille ? Certaines, oui, certaines. Et ils sont en redressement avec plus de 2000 salariés. Voilà. Ensuite, il y a BFM, BFM, le BFM TV, le groupe qui est en train de liquider toutes ces antennes locales, c'est ça ? Ils ont un déficit parce que plus personne ne regarde BFM, du moins pas comme avant. Ouais. Donc du coup, les pubs ne rentrent pas, les annonceurs se font rares, comme on dit. Et donc, ils ont décidé d'économiser 20 millions. Et pour cela, ils vont licencier, ils ont déjà commencé les licenciements ou les départs forcés. Et surtout, ils vendent la totalité des chaînes que Patrick Drahi, agent du Mossad, avait mis en place, c'est-à-dire BFM Lyon, BFM Provence, BFM Nice-Côte d'Azur, BFM de la province, cela, voilà, de toute l'île, notamment. Donc déjà, c'est des signes. Voilà. Et ensuite, Volkswagen, qui avait déjà annoncé 20 000 licenciements déjà en janvier, là, ils ont annoncé 100 000. C'était 100 000. 100 000. Donc, quand l'Allemagne tousse, moi, j'ai toujours appris ça, même jeune journaliste, quand l'Allemagne tousse, la France attrape une pneumonie, quoi. On est rétamé. Donc, de toute façon, je veux dire, la France se dégrade de plus en plus. Tout le monde le voit. Voilà. Et pour éviter une révolution, donc, ils ne font que monter les impôts de tout. Je crois que cette année, ils ont inventé 60 nouveaux impôts. Encore ? Nouvelles taxes. Oui, tout à fait. Et il est à nouveau question de rétablir la taxe d'habitation. Évidemment. Mais évidemment. De toute façon, ils l'ont jamais. Ensuite, Michelin. Alors, Michelin, c'est très intéressant parce qu'ils ont fermé l'année dernière, de mémoire, 3 usines. C'est quand même 3, en plus des usines historiques. Mais là, Michelin ferme une usine aux États-Unis avec 1200 salariés.
Et moi, j'ai ma théorie, alors là c'est la théorie Jovanovic, hein. Ah ouais, allez, vas-y. C'est quand des groupes comme Goodyear, Continental, Michelin ferment des usines, Ouais. il y a un véritable problème parce que les roues, quand une économie roule, tout le monde, les camions, la logistique, etc., c'est des milliers, des centaines de millions de kilomètres de parcourus. Il faut changer les pneus, et quand l'économie est en panne, bien entendu, il y a moins de millions de kilomètres de parcourus. Certes. Donc, et ce qui se transforme en réalité, puisque Moins d'usure des pneus. toute réalité se traduit en chiffres, comme disait mon prof d'éco. Donc, là, ça veut dire qu'en fait, l'usine fabrique des pneus, mais il n'y a pas d'acheteurs. Donc, ils ferment. Donc, c'est pour ça que observer les fermetures chez Continental, Goodyear, etc., chez Uniroyal et que sais-je encore, mais surtout Michelin, ça donne le tempo. C'est ça. C'est très clair. Ça veut dire que l'économie américaine est en rade. Voilà ce que ça veut dire. Aussi, l'économie américaine. Oui, parce que ça, c'est une usine américaine. Alors, je ne sais plus trop où elle est, mais peu importe. Alors, on t'entend plus, il faut que tu parles vraiment bien pardon. dans le micro, Pierre. Non, parce que j'étais en train de regarder littéralement. Alors, il y a aussi un autre, quelque chose qui montre qu'en fait, les États-Unis, Washington a décidé de sacrifier l'Europe sur sa guerre d'usure faite aux Russes. Là, j'ai l'exemple de la Finlande. Ouais. Donc, j'ai les derniers chiffres. Alors, je rappelle pourquoi l'Allemagne est en train de mourir. C'est très simple. La raison majeure, c'est que les sanctions que les États-Unis ont imposées aux Allemands, enfin à l'Europe, interdiction de vendre aux Russes ou Bien Biélorusses. sûr. Donc ça fait des dizaines de milliers de BMW, des centaines de milliers de BM, de Mercedes, de Porsche, qui ne sont pas vendus, bien entendu, Aux Russes. aux Russes ou aux Biélorusses. Mhm. Donc évidemment, Porsche a licencié 600 personnes, je crois, de mémoire, récemment. Et donc tout le système, tout l'écosystème en fait autour de l'automobile, l'automobile, l'industrie reine allemande, le pays est en train de mourir. C'est-à-dire c'est des pans entiers qui sont en train de s'écrouler. On parlait de l'énergie peu chère qu'ils achetaient avec le gaz russe. Voilà, donc ça c'est la deuxième lame. Voilà, ça c'est la deuxième lame. Et la troisième lame, c'est également, nous en France on l'a vécu, grâce à cet enfoiré de Macron, je suis désolé de dire ça, mais multiplier le prix de l'électricité par 3, mais bon, il y a 3 ans, mais j'ai vu un nombre, mais des milliers de boulangeries et de coiffeurs, de petites PME qui ont fermé, des petits artisans qui ont fermé partout dans la France, parce que s'ils avaient réussi à tenir jusqu'à présent, quand ils ont multiplié par 3 le prix de l'électricité, les mecs, c'était fini, ils étaient morts. Tu participes avec Mike Borowski, qui fait le libre journal des controverses juste après nous, à des émissions qu'il fait dans les rues, et tu as participé j'en ai fait une avec lui. Avenue MacMahon. Voilà, on a fait l'avenue MacMahon. Le nombre de boutiques fermées. Mais c'est incroyable, c'est toujours le cas. Il y en a de plus en plus. Et encore, Paris c'est pareil, mais quand on va en province, alors là c'est encore plus violent. Oui, je te confirme. Et alors dans la France rurale, c'est pas compliqué, il n'y a plus rien. Ce sont des déserts complets en termes de commerce. Il n'y a plus rien. Donc je referme la parenthèse. Tiens, Bosch France. Donc alors je sais pas si c'est Bosch lave-vaisselle ou Bosch bougie automobile. Je suis désolé. C'est l'usine de Moulins. Ça y est, c'est fermé. Ils ont licencié 270 salariés. C'est quand même hallucinant. Et donc, par exemple, Stellantis, donc Opel en Allemagne, il y a 650 ingénieurs ont été virés sur le site de l'usine de Rüsselsheim. Attends, est-ce que tu peux lui demander d'arrêter la clame parce que là ça me fait tu vois, je l'avais dit. Voilà, ça commence à me faire tousser. Je t'avais averti. Merci Arnaud, merci beaucoup. Il y a quelques années, invité par le professeur Tournafond sur une émission, j'étais exactement à ta place où tu n'aurais pas été si on n'avait pas changé les positions des uns et des autres. Et j'ai pris le rhume de l'été, donc méfie-toi. Alors je referme la parenthèse en ce qui concerne la Finlande.
avant la guerre avec l'Ukraine et les interdictions d'exporter en Russie, grosso modo en Finlande, il y avait entre 60 et 70 000 chômeurs permanents. La Finlande, hein. Hein, voilà. Aujourd'hui, à cause de toutes les sanctions, écoutez bien, 376 000 chômeurs en Finlande. En Finlande. Voilà ce que font les États-Unis dans toute l'Europe. Ils sont en train de détruire toute l'Europe simplement pour préparer leur guerre. Parce que ils ont attention, la date. Il y a un suicide européen aussi. Ils se suicident eux-mêmes. Non, mais c'est les Américains suicident l'Europe. Oui, mais la Finlande aurait pu rester neutre. C'est quand même incroyable. Ils sont prêts maintenant à accueillir des bombes nucléaires sur leur territoire. Ils étaient neutres. Mais c'est n'importe quoi. Il y a 3 ans. Peu importe. C'est incroyable. Pas... Mais toujours est-il qu'ils sont maintenant entre quasiment 400 000 chômeurs. Et tu passes de 70 000, de 60 000 à 300, je sais pas combien, à 350 000. Enfin, ça n'a pas de sens. Les pays baltes, l'électricité, ils n'ont plus d'électricité. Bon, les pays baltes, c'est des anciens nazis, on s'en fout. Bon. Ouais. Ah ouais, non, les pays baltes, je veux dire, je connais bien l'histoire, là, c'est à gerber. Il y a pas de... Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, techniquement. Voilà. Ensuite, ah bah tiens, en France, très très intéressant, Crédit Mutuel. Ouais. Alors, le Crédit Mutuel se cache sous le nom d'une autre entreprise qui s'appelle Ebra. Et Ebra, en fait, possède quasiment un tiers ou la moitié des quotidiens régionaux français. Hein, voilà. Je rappelle qu'ils ont commencé à racheter tout ça après la crise de 2008, hein, pour bien museler la presse régionale. Et donc, le pôle presse du Crédit Mutuel a licencié 400 journalistes de plus. 400 journalistes de plus. Au Républicain Lorrain, l'Est Républicain, Vosges Matin, Dernière Nouvelle d'Alsace et plein d'autres magazines. Voilà, mais ce que je dis aux journalistes, ça ne paye pas d'être à la botte du pouvoir, voilà, et des banquiers. Voilà. Depuis quand les banquiers achètent des journaux ? Voilà. Ils achètent tout aujourd'hui. Attends, moi je me souviens du baron Rothschild qui avait acheté Libé. Non mais c'était à se pisser dessus. Ah oui, non, oui, mais fait, hein. Le baron de Rothschild qui lui s'est toujours vanté d'investir dans des compagnies qui gagnent de l'argent, etc. Et là, il investit dans Libé où il perd 2 millions par an, 2 millions par mois. Donc voilà. Donc Crédit Mutuel a licencié 400 journalistes. Voilà. Non mais c'est très très intéressant. Alors, il y a par exemple, là, il y a Chem One. Alors, personne ne connaît Chem One, mais c'est un fleuron français de la chimie. Donc, ils ont 1500 salariés. Eh bien, figurez-vous qu'il a été vendu à 2 fonds prédateurs américains, comme d'hab. Voilà. Comme d'hab. Alors, tiens, à ce propos, là aussi, les librairies woke. Hein, alors, la grande librairie très, très chic de Montpellier, qui était pas loin de la place de la Comédie de mémoire, ouais. eh bien, elle est en faillite. Ils ont 4 millions de dettes. Et le Furet du Nord. Alors, je rappelle le fameux Furet du Nord de Lille. Oui, mais qui m'a censuré. C'est-à-dire qu'en fait, on avait annoncé une dédicace 4 mois avant, et 3 jours avant, la famille Muliez, des milliardaires, voilà, ils m'ont interdit d'aller à la dédicace. Des pourritures. Bravo. C'est les milliardaires. Et la libraire, elle était effondrée. Et bien entendu, l'extrême gauche qui est aux commandes du Furet du Nord, eh ben, les mecs, à force de vous prostituer, voilà, vous êtes en faillite. Ont plutôt vous êtes en faillite. Ont plutôt la réputation de la bonne droite chrétienne catholique. Hein. Là, c'est plus la direction, effectivement, du Furet. Du Furet du Nord, mais clairement, c'est de la prostitution. Moi, j'ai toujours pensé que les libraires étaient des commerçants, mais pas du tout. Ce sont des commissaires politiques. Totalement. Ah, voilà. Totalement. Donc c'est pour ça, moi, ce sont des commissaires politiques. Non, mais majoritairement, ce sont des commissaires politiques. Ils sont d'ailleurs financés par l'État, des subventions, machin, un truc. C'est pour ça que moi, je vous invite à commander nos livres sur le site du Jardin des Livres. Même pas sur Amazon. Au moins, vous soutenez notre maison d'édition. Voilà.
Non, mais c'est très important, parce que ces gens sont devenus des commissaires politiques, et ça fait quand même 20 ans qu'ils font la pluie et le beau temps. Hein, et maintenant, ils sont en faillite, maintenant ils pleurent. Plus les distributeurs... C'est comme tous les films woke de Hollywood. Hein. Là, ils ont refait une histoire de Hélène de Troie. Ils ont pris une noire. Donc c'est l'un des plus gros bides d'Hollywood. Tout ce qui est woke. La belle Hélène. Non, c'est ça. C'est effarant. Ils sont ridicules. Mais c'est ça qui les tuera, hein, pour le coup. Tiens, un autre exemple. Moreur Tempé. Alors, après 150 années d'existence, donc c'est quand même pas rien, cette entreprise réputée de charcuterie et de salaison alsacienne, donc, comme dirait Dieudonné, hein, au-dessus c'est le soleil, c'est l'Alsace, a été liquidée en juin 2026. Voilà. Liquidation. Et on voit plein d'entreprises françaises qui sont âgées parfois de 200 ans, qui déposent le bilan. Parce que depuis... et ça a commencé en fait avec sous Mitterrand en 1984-85, où ils ont carrément multiplié les charges sociales, que ce soit pour les employeurs ou pour les... Et aujourd'hui, moi je me demande comment font les entreprises. Quelqu'un qui est payé 2 000 euros, en fait, ça coûte 5 000 oui. à l'entreprise, non, dans l'absolu. 5 000. Enfin, tout part... c'est pas tenable. Et en fait, c'est ce que veut Macron. C'est certain. C'est ce que veut Macron. C'est certain aussi. Macron veut nous mettre à la disposition des Allemands, comme la Grèce a été... j'en parle, je le dis, depuis 2008. Hein, c'est quand même pas compliqué. Et aujourd'hui, on y voit. D'ailleurs, vous savez quoi ? Le FMI était à Paris au mois de mai, hein, pour amorcer des discussions sur la mise sous tutelle de la France. Ça fait déjà 2 voyages qu'ils font. Être mise à la disposition, on le voit, de l'Allemagne. Par exemple, tu as le champagne Pommery de la famille Franken qui est racheté, qui a une dette de 40 millions d'euros qui n'arrive pas à éponger. Eh bien, c'est un leader des pétillants allemands qui prend Pommery, le champagne Pommery. Oui, racheté par les Allemands. Incroyable. Non, mais c'est vraiment incroyable de voir toute notre industrie, tous nos châteaux, nos champagnes, nos hôtels particuliers, mais tout part. Tout part. Quelqu'un avait dit on finirait par vendre la Tour Eiffel, mais je crois qu'on est bien parti quelque part. Hein, non, c'était pas la Tour Eiffel, c'était Mona Lisa, hein, du Louvre. On va finir par vendre Mona Lisa à un pays parce qu'on va être... Mais c'est ce que fait Macron. C'est ce que fait Macron. Il a doublé notre dette. Littéralement. Il paraît qu'il s'est fait une petite fortune, Jack Lang, en vendant un certain nombre de tableaux, hein, d'ailleurs. Il n'a pas été jusqu'à Mona Lisa, mais bon. Non, mais Jack Lang, lui, il était de mèche avec Epstein. Bah oui, je savais, je voulais te relancer. Et surtout sa fille. Et moi, je soupçonne, parce que j'ai étudié les messages de la fille de Jack Lang avec Epstein. Et ils sont clairement... il y avait une liaison amoureuse entre les deux. Il serait peut-être même le père de deux de ses enfants. Exactement, au moins d'une. Hein, c'est une supposition, mais bon, on s'en fout. Mais mais je ne savais pas, il était méchant, Caroline Lang, qui prend les Français pour des crétins finis. Mais c'est incroyable. Et Jack Lang, il est tellement refait qu'il, je veux dire, s'il fait un sourire, je veux dire, il y a tout le pan, toute la peau qui commence à... C'est épouvantable. Bon, ceci ne nous regarde pas. Voilà. En tout cas, ce que tu constates, c'est cet effondrement de l'Europe, de l'Allemagne, de la France, n'en parlons pas. J'ai envie de dire que l'Allemagne s'écroule, mais nous sommes encore la dernière rustine de cette économie allemande qui va mal. Est-ce que l'Allemagne va s'effondrer avant tiens, là j'ai un exemple. Ouais. J'ai un exemple parce que c'est chez nos amis belges. Là, par exemple, c'est Ziegler. C'est une compagnie qui a été créée en 1908. Ouais. Donc, c'est du sérieux quand même. Hein. Voilà, s'ils ont réussi à traverser 2 guerres, hein, par exemple. Hein, ça prouve que c'était bien géré. Donc, ils ont 3200 employés dans 16 pays. Eh bien, figurez-vous que, en fait, ils sont en faillite à cause de la méga hausse du diesel
Et la compagnie, là, au moment où Hormuz a été bloqué, par exemple, voilà. Eh bien, la compagnie, la société a été mise en redressement judiciaire. Enfin, c'est quand même incroyable. Tiens, autre chose, Ouest France. Ouais. Le groupe de presse qui occupe la chaîne de Télé Novo 19, là, je sais pas quoi, va lancer, licencie à nouveau parce que personne ne regarde cette chaîne. Voilà. Parce que quand on est presse écrite, on n'est pas presse audiovisuelle. C'est quand même. Enfin, c'est deux façons de gérer, même si les journalistes écrits peuvent passer à l'audiovisuel, mais le contraire en général est moins vrai. Là, par exemple, Carbone France, à Fos-sur-Merquy. Alors, ils devaient construire une grande usine, une gigafactory de panneaux solaires. 45 hectares, 3000 emplois directs, promis, 10 millions de panneaux par an. Avec des millions d'aides de l'État, bien sûr. Bien sûr. Elle a été placée en liquidation judiciaire en mai 2026, malgré le label, écoutez bien, le projet d'intérêt national majeur accordé par l'Élysée, ou Matignon, je ne sais plus. Voilà. Ah bah tiens, Michelin, il y a tellement de licenciements que je les oublie. Michelin a annoncé, donc ça c'était au mois de juin, mi-juin, le licenciement de 1500 salariés en France uniquement. Donc quand l'économie ne roule pas, eh bien Michelin ne vend pas de pneus. Voilà. Eh ben. C'est aussi simple que ça. Avec la liste des licenciements est considérable. Ah non, mais elle est... Tiens, le groupe Rocket. Là, par exemple, HA France, à Bordeaux, donc, ils fabriquent des barriques. Donc, ils n'ont pas trouvé de repreneurs parce qu'il y a de moins en moins de châteaux, etc. Donc, ils ont fait faillite. Et donc, c'est tout un savoir-faire. À chacune de ces faillites, c'est tout un savoir-faire qui disparaît, en fait. C'est ça qui est c'est un savoir-faire qui est définitivement perdu. Voilà, tiens, un autre exemple. Un carrossier français, Durissotti. C'est un carrossier français vraiment très connu. Notamment, il refaisait des voitures pour l'Élysée, la gendarmerie, la carrosserie, quoi. Ils ont fait faillite avec 350 salariés. En 2026, donc les 6 premiers mois, il y a eu 71 000 liquidations judiciaires. 71 000. C'est énorme. Donc, on y va, tranquille. Ils vont monter les impôts parce qu'effectivement, des gens en difficulté financière... moi, je ne sais même pas comment on tient depuis 2009. Sincèrement. Enfin, si, la planche à billets, bien entendu. Oui, la planche à billets. La planche à billets. Et puis, tu montes les impôts, tu inventes des taxes nouvelles et ainsi de suite. Combien de temps ça va durer ? Franchement, j'en ai aucune idée. Voilà. Donc, il y a des choses... Il y a des choses quand même... Tiens, Bosch a supprimé 22 000 postes en mai. 22 000. Donc, on voit que les pans s'écroulent tranquillement. Voilà. Et ils vont tenir comme ça jusqu'en 2030. Et c'est pour ça qu'ils veulent introduire l'euro digital pour pouvoir contrôler les gens. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que toutes les déclarations que j'ai pu voir enregistrées, que ce soit des dirigeants de l'OTAN, que ce soit du chef d'état-major de l'armée, préparez-vous à sacrifier vos enfants. Vous tu te souviens de ça ? Le général Mandon. Le général Mandon. Les déclarations en Allemagne, etc. En Belgique, puisque l'OTAN est là-bas. En fait, ils veulent la guerre fin 2029-2030. Donc je le dis à tous nos... Voire plus tôt. Non, parce que d'après les déclarations de l'OTAN, en fait, ils veulent que... ils exigent des pays de multiplier par 3 ou par 4 le budget défense. Enfin, c'est pas tant le budget défense, c'est pour acheter de l'armement. Voilà. Et à qui on achète les armements ? Aux Américains, bien sûr. Voilà. Donc c'est l'Amérique, en fait, va littéralement forcer les Européens à faire la guerre à la Russie. C'est absolument monstrueux. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais en effet, la solution, c'est bien la guerre et l'euro numérique. C'est ça. Le moment hamiltonien et le moment bismarckien.
La guerre. Alors, justement, je voulais parler d'un sujet. Vas-y. On se souvient, il y a, je sais plus, je crois que c'est au mois de janvier. Ouais. Oui, les Français achètent chez Shine en Chine ou chez Alibaba. Oui. Oui, alors c'est dramatique. Attends, d'abord, si les Français poupées achètent là-bas, c'est qu'ils n'ont plus les budgets pour acheter en France. Mais évidemment, Déjà, mais bien d'où sûr. toutes les boutiques fermées. Partout en France. Déjà, il faut quand même le rappeler. Donc, que font ces brillants ministres crétins de Macron? Oui, alors nous allons imposer une taxe de 2 € sur les petits colis. Attends, mais ces abrutis, ces imbéciles, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Eh bien, qu'ont fait les Chinois, au lieu d'envoyer les paquets en France directement, où il y avait la taxe de 2 €, etc., eh bien, ils les ont envoyés en Belgique. Donc, du coup, il y a eu plusieurs centres qui ont fermé. Il y a eu 560 licenciements en France. Bravo, le gouvernement. Génial. Hein, à Roissy, hein, ça s'est passé à Roissy. Mhm. Non, mais c'est incroyable. Je le sais parce que, comme ils ont annulé, parce que ça a créé un tel scandale dans le monde du transport aérien et de la logistique, que finalement, ils ont annulé, a priori, ils vont l'annuler, la taxe de 2 €. Et donc, les Belges, en prévision de ça, eux, vont licencier 580 autres personnes qui ont été embauchées parce que tout le trafic a été déporté sur la Belgique et ensuite livré de la Belgique à la France. Voilà le gouvernement que nous avons. C'est extraordinaire. Ah, voilà. C'est pas merveilleux? C'est merveilleux. On a fait. Indépendamment du fait qu'ils se battent pour empêcher les gens d'avoir des climatiseurs. Mais ça, en fait, c'est juste une extension du... Ça va avec... Moi, je rappelle que Hollande et Macron ont supprimé... Alors, je ne vais pas dire des bêtises, mais je crois qu'ils ont supprimé 3000 ou 4000 lits d'hôpitaux. C'est une des raisons pour lesquelles... Et ça a commencé avec Sarkozy. Hein, où les gens, maintenant, meurent dans les urgences, où ils attendent 12 heures, parfois. Enfin, c'est tellement scandaleux. Mais en fait, c'est une volonté pour détruire, pour faire mourir les gens plus vite. Et c'est toujours le même plan qui est en place. C'est ce plan malthusien, on va dire, de toute la clique, que d'ailleurs Philippe Aymar a très bien montré dans son 2e livre. C'est-à-dire qu'il part du principe qu'il y a trop de pauvres et qu'il faut en éliminer. Et comment les éliminer le plus vite possible? Empêcher, par exemple, de ne pas mettre de climatisation dans les EHPAD, ce qui est absolument anormal. Ah, ouais. Voilà. Mais pourquoi le gouvernement français ne veut pas? Attends, je finis ça. Vas-y, mais j'allais dans ce sens. Parce que les retraites, du coup, plus ils meurent tôt, moins de retraites on paye. Voilà la réalité. C'est scandaleux. On l'a vu dernièrement, hein. On ne sait pas où est passé l'argent des retraites. Ça, mais c'était le vol. Il le découvre seulement. Mais moi, je suis étonné que pas un député ne s'est demandé où est passé cette journée, enfin tous ces millions. Alors, en fait, alors la journée de la Pentecôte, c'est-à-dire que c'est quand même, j'entendais le chiffre de 36 milliards d'euros, ce qui est quand même pas rien, et même peut-être au-delà. 40 ou 42 milliards d'euros que l'État a récupéré. Où est passé ce fric ? Quand on sait que 600 millions d'euros suffiraient, 650 millions d'euros suffiraient à climatiser l'ensemble des hôpitaux, des urgences, des EHPAD en France. Que dire même des classes, des petits. Moi j'ai eu des témoignages d'ATSEM dans les Édouard Philippe vient de voter contre au Havre justement la climatisation des écoles. Mais je dirais même pas ce que je pense peu importe. Là je parle des enfants, des petits, oui. dans les maternelles, les écoles. Les ATSEM qui m'expliquaient à quel point ça a été très très difficile là, pendant ces 10 jours de chaleur extrême pour le petit. Alors là, les mecs, ils se frottent les mains que des milliers de vieux soient mourus. Hein. Bah oui, c'est autant de retraites à ne plus payer. Ouais. Ça sauve l'État français. Non, mais c'est important Non, mais bien sûr. Moi, j'étais dans des... Je vais dire, tu vas en Afrique, je vais dire, mais... Enfin, je vais dire, on est en dessous de l'Afrique avec ces histoires de climatisation. Je comprends même pas.
Pierre, il reste que 5 minutes. On s'est passé à une tu as vitesse vu phénoménale. ces images des gens se battre devant les Lidl pour acheter un climatiseur? Oui, il y avait des promotions chez Lidl, oui, ils se battaient. C'est la nouvelle France de Mélenchon en même temps. C'est incroyable. Non, c'est pas la nouvelle France de Mélenchon tout seul. Un peu beaucoup. Hein, C'est pas. Non, mais Mélenchon, là, pour le coup, il est pour rien. Hein, moi, je rappelle, je rappelle que c'est Jean-Pierre Bloch qui encourageait toute comment dire, les députés, les sénateurs, faites venir un maximum de migrants. En fait, c'est Israël. Importez-leur un maximum d'Arabes pour qu'ils puissent les détester et du moment qu'ils seront en sympathie avec nous. Quand je dis la nouvelle France de Mélenchon, j'ai pas dit que c'était Mélenchon qui était à l'origine de cette nouvelle France. C'est cette nouvelle France qu'il appelle de ses voeux et on voit quand même ce que ça donne. C'était dans ce sens-là. Il a calculé la pyramide des âges. Hein, et surtout, donc il voit que plus on avance dans le temps et plus il a de nouveaux électeurs pour lui. Bon, je sais pas s'il va gagner. Mais je dis simplement que Mélenchon est droit dans ses bottes en ce qui concerne Gaza, contrairement à Marine Le Pen. C'est le seul et à Marion Maréchal Le Pen. C'est sur les affaires internationales, il est moins mauvais que les autres. Non, mais franchement. C'est vrai aussi, même sur la Russie. Mais moi, je le voyais souvent quand au quotidien de Paris. Il était très ami avec un de mes amis journalistes, Jean-Moïse Breitberg. Donc, on l'interviewait très, très souvent. À l'époque, il était même ministre de mémoire ou sous-secrétaire d'État ou je sais pas quoi. Enfin, il avait déjà une position. Il a toujours été. Mélenchon, c'est le moins qui agit en tant que serpent. Voilà. Alors que tous les autres agissent comme des serpents. Je veux dire, ils étaient sarkozystes, ensuite ils étaient hollandistes, ensuite là où va le pouvoir, eh bien ils changent d'étiquette. Pierre, on est à la radio, on va devoir arrêter quoi qu'il arrive maintenant dans 3 minutes, même 2 minutes 30. J'ai pas vu le temps passer. Donc voilà. Pierre Jovanovic nous dit Michel Dumas c'est son quatrain, nocif récidiviste, chat noir d'oligarchie, le fichant activiste, Mio le pulsion de mort comme autre activiste, ciblé ange maudit, par gang relativiste. C'est mignon. C'est toujours. Merci à lui. Oui, on remercie toujours Michel Dumas pour ces quatrains du samedi matin. 2 auditeurs qui ne sont pas tout à fait d'accord avec toi sur le chiffrage des 2000 nets. Alors ça donne... Des quoi ? 2000 nets. 2000 nets, ça donne 4000 et non 5000 selon Hugues Sérapion, qui est un patron d'émission aussi, qui remercie en tout cas de ton invitation par contre. Et là, un autre qui dit non, alors là à mon avis il se trompe, cet auditeur, non Pierre, 2000 net coûte 3000 et pas 5000 à l'entreprise. Non, on est plutôt à 4500 que 3000 à mon avis. Moi ce que j'ai vu, c'est notamment avec quand il y a des 13e mois ou des choses comme ça, ça va très vite. Hein. Oui, ça va très vite. Ça va très très vite. Allez, 1 minute 40. Il me semble que l'Arabie Saoudite et le Qatar prêtent plus à la France qu'Israël et qu'ils auraient plus de prise par ce fait. Non, les Saoudiens n'ont pas pris le contrôle des médias, alors qu'Israël a pris le contrôle des médias. Moi je rappelle que tout ça a commencé avec Robert Maxwell, il y a longtemps, en 1982 ou 83, je sais plus. La banque Rothschild a été perquisitionnée. Ariane Rothschild a été citée à plusieurs reprises dans l'affaire Epstein, mais personne n'en a beaucoup parlé. Le monde politico-journalistique appartient bien aux mêmes loges. Non, ça appartient... Oui, éventuellement aux mêmes loges, mais surtout ça appartient à Israël. Israël pilote à peu près 80% des médias français. Voilà. Il suffit de voir comment les Palestiniens sont traités, comment Gaza est traité depuis 4 ans. C'est quand même pas compliqué. Combien de fois vous avez vu dans les médias, que ce soit les radios, combien de fois l'ambassadeur de Palestine ou l'ambassadrice, je ne sais plus, a été invité ? Combien ? 2 maximum en 4 ans ? Alors que l'ambassadeur d'Israël est invité quasiment tous les jours ! C'est un vrai scandale, pardon. Il reste que même pas 30 il ne faut pas me lancer sur ce sujet parce que... et en plus... Attends, il y a l'ambassadeur d'Israël, il y a l'ambassadeur américain qui est plus le représentant de l'ambassadeur d'Israël. Qui nous donne des leçons.
Allez, Pierre, c'est terminé. L'émission se termine. Quelqu'un qui voulait savoir ce que tu pensais des bitcoins, mais on n'aura pas le temps. On s'en fout des bitcoins. Et acheter de l'or. Et un autre auditeur qui nous parle de Pierre-Yves Rougeron qui dit que Macron a supprimé la présidentielle 2027. Merci à Denis. On n'a pas le temps. Bon, c'était formidable. Superbe émission. Merci à toi, mon cher Pierre. Merci à toi et rendez-vous donc sur quotidien.com et sur le Jardin des livres. Vous pouvez télécharger des PDF de tous les livres dont on a parlé. Formidable. C'est gentil. Merci à toi. Merci Pierre. Passe une excellente journée. Merci chers auditeurs pour cette écoute et à la semaine prochaine.